Chaque matin, l'économie se réveille avec vous. Le débat économique de la matinée, madame, monsieur, démarre à l'instant même sur vos antennes. On va parler de cette session de la SOSUCAM qui entre dans une nouvelle phase de tension alors que le groupe français Somdia, qui détient 82% du capital, avait annoncé un accord pour céder sa participation à un consortium d'investisseurs camerounais. Le gouvernement a donc décidé de suspendre le processus. Yaoundé qui vient de dépêcher un comité stratégique interministériel sur les sites de Banjok et Kotin afin d'évaluer les enjeux économiques, sociaux et industriels de l'opération. Cette intervention de l'État s'explique notamment par le caractère stratégique de la SOSUCAM pour l'approvisionnement du pays en sucre, mais aussi par les milliers d'emplois liés à ces activités et par la nécessité d'assurer la prochaine campagne sucrière. Le comité dispose de plusieurs mois pour examiner le dossier et formuler les recommandations avant que le gouvernement ne se prononce définitivement sur la session. Voilà donc ce qu'on peut dire sur cette actualité dont on fait le débat aujourd'hui autour. On va donc parler de la SOSUCAM entre souveraineté économique et ingérence de l'État. Qu'en est-il concrètement pour en savoir un peu mieux ou du moins pour voir un peu plus clair dans ce dossier? On a convoqué un panel d'experts à l'effet de nous édifier sur la question. Un panel d'experts constitué ce matin de Pierre Eyok, développeur de projet qui intervient en direct de Yaoundé. Monsieur Pierre Eyok, bonjour et bienvenue sur Dynamique FM. Le temps justement que Monsieur Eyok puisse véritablement prendre langue avec nous. On va également souhaiter la bienvenue à Christian Ebebalogo, quoique un peu souffrant ce matin. Christian, bonjour. Bonjour Marlise. Voilà. Également au bout de la ligne depuis la France, Jean Jaurès Ngaput, expert des questions de management. Jean Jaurès, bonjour. Bonjour à vous, studio. Bonjour aux auditrices et auditeurs qui nous font l'amitié et surtout l'intérêt de ce matin. Voilà, le panel d'experts. Oui, on vous a entendu, Jean Jaurès, on vous a entendu parfaitement. Voilà donc planter le décor pour cette édition avec le panel d'experts qui nous accompagne ce matin. On va de suite commencer avec Jean Jaurès Ngaput qui va donc commencer. Alors Jean Jaurès Ngaput, ce matin on parle de la SOSUCAM, notamment la cession des parts du français Somdia qui veut se retirer de l'entreprise. Comment faut-il comprendre, Jean Jaurès Ngaput, cette décision de geler la cession de l'entreprise? L'État qui a décidé donc de geler la cession de l'entreprise, initiative entreprise par Somdia. Je dirais que l'État camerounais, dans cette opération, est en train de montrer une fois de plus que c'est un État dirigé par les entrepreneurs. J'explique. Alors, geler cette opération, c'est quelque chose de très grave, surtout en raison de ce qui est évoqué comme raison pour lesquelles on suspend. En réalité, ils ont décidé de geler pour voir un peu plus clair. Comprenons les choses. Et pourquoi est-ce que je pose de cette manière qui peut sembler brutale de dire que ce sont des antipatriotes qui ont pris cette décision? La première chose à considérer, c'est que SOSUCAM n'a jamais appartenu majoritairement au Cameroun. Depuis 1965, en 65, SOSUCAM, lorsqu'elle est créée, appartient à 74% à un groupe étranger installé en Afrique depuis 1947, donc un groupe colonial à la base. On va revenir peut-être dans les détails tout à l'heure. Pour l'instant, je donne les grandes lignes. Le Cameroun, à cette époque-là, a autour de 26%. Bien. Aujourd'hui, Somdia, il faudrait bien que les Camerounais comprennent quand on parle de souveraineté nationale. Somdia appartient au groupe Castel. Le groupe Castel a racheté Somdia à 100% depuis un certain nombre d'années, 2022, il me semble. Bien. Donc, il faudrait comprendre qu'on a une société qui produit du sucre, qui depuis sa création en 1965 n'appartient pas majoritairement à l'État du Cameroun. Donc, c'est une société française
qui, depuis 1965, fournit le Cameroun en sucre. Bien. Ça, c'est une première chose pour dire que oui, si le Cameroun avait voulu véritablement être sur le plan stratégique, en maître de tout ça, ils auraient eux-mêmes pris cette société, ils l'auraient nationalisée par exemple. Bien. Lorsqu'il y a la crise du sucre, deuxième élément important à prendre, lorsqu'il y a la crise du sucre en 1975 au Cameroun, c'est le groupe français qui fait tout pour solliciter et envoyer un expert sur la question, en tout cas en matière de gestion, et monsieur Louis Yinda, qui était directeur général de Sosucam de 2000 à 2018. Alors, pourquoi je parle d'antipatriote? Parce que les 2018, où il part à la retraite officiellement, il y a des gros problèmes qui se posent avec la présidence de la République du Cameroun, avec les prédateurs que vous connaissez. Je ne vais pas commencer à donner tout de suite des noms, mais qui décide que non, lui, Inda, c'est quelqu'un qui empêche de tourner en rond et il faudrait absolument que la Sosucam soit happée, soit prise en main par les prédateurs habituels du Cameroun. Voilà où ces problèmes commencent. Et vous allez constater que la stabilité dans le management, et je vais m'arrêter là pour l'instant, la stabilité dans le management de la Sosucam, qui était connue de 2000 à 2018, même s'il y a eu quelques problèmes, a été effondrée parce qu'entre 2018 et aujourd'hui, nous avons eu 4 directeurs généraux qui sont succédés. Alexandre Villegrain, de la famille Villegrain, créatrice au départ de la Somdia. Nous avons Gilles Drouin, nous avons Samuel Second-Liboc, et aujourd'hui, nous avons eu Jean-Pierre Champeau, puisque aujourd'hui c'est dirigé par, par Marc Lénart. Donc nous avons 5 directeurs généraux depuis 2018, ce qui montre bien que c'est tumultueux à la Sosucam depuis 2018, le départ de Louis Yinda, avec ses variations. Pourquoi? Parce que nous avons des prédateurs qui ont décidé de prendre la société en main. Et pour clore, l'avait dit je clôt tout à l'heure, pour clore, on a mis en place un comité stratégique de pilotage par rapport à CGL, et c'est dirigé par qui? Par un conseiller spécial qui s'appelle Frédéric Mbotoy-Dimo, celui qui a coulé la caméra. Il n'a pas pu gérer la caméra, mais il va aller relever ce SUCAM qui fonctionne mieux que la caméra. Donc voilà, pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de totalement contre-productif pour le Cameroun, cette décision de gel. Merci Jean Jaurès Ngapout pour ce premier jet de parole qui nous situe véritablement. Christian Evebalogok, quel est le poids réel de la Sosucam aujourd'hui dans l'économie camerounaise? Peut-on évaluer le poids de cette société sucrière du Cameroun pour ce qui est justement de la sécurité alimentaire du pays? Sosucam, c'est la garantie de matériel de sécurité en termes de consommation de sucre. Nous n'allons pas négliger sa production. Sosucam, c'est des emplois garantis, même si pour la plupart de ces emplois, ce sont des emplois très très précaires et même de bas échelle. Mais Sosucam, c'est quand même une entreprise qui représente gros pour le Cameroun. Alors, Sosucam nous permet de ne pas être à 200%, je dirais, dépendant de l'importation quant à ce qui est de la consommation du sucre. C'est vrai que ce que dit Jean Jaurès a de la pertinence, mais je pense qu'il ne faudrait pas trop vite aller en besogne. Parce que qu'est-ce que dit l'État du Cameroun? L'État du Cameroun dit « je voudrais voir beaucoup plus clair ». Est-ce que la gestion qui a été faite jusqu'à présent est une gestion qui peut être corrigée? Parce qu'il y a d'un côté du social à préserver. On doit préserver le social parce que ce sont des emplois qui risquent de partir. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que lorsque cette société va être reprise, il y aura forcément des décisions de gestion qui feront en sorte qu'il y aura des éclats sur le plan social. Sosucam, c'est basé sur les terres du Cameroun. Je crois que c'est l'un des arguments que l'État du Cameroun, le gouvernement du Cameroun est en train de faire prévaloir. Donc, à ce niveau-ci,
attendons de voir encore un peu plus, puisqu'il y a un comité qui a été mis sur place pour vérifier les choses de fond en comble. Mais je pense que l'État du Cameroun aurait pu commencer déjà à regarder ces choses de par ces 26% de parts qu'elle détenait. Elle aurait déjà commencé à regarder ces choses-là. Parce que les tumultes sur la gestion existent depuis 1975. Il y a eu comme une accalmie, mais jusque-là, on ne peut pas dire que Sosucam, ça fonctionnait à 200%. Si le Cameroun s'est à un moment beaucoup plus tourné vers l'importation du sucre, c'est tout simplement parce que Sosucam présentait des faiblesses et des manques quant à la demande qui était la demande locale. Est-ce que depuis là, qu'est-ce que Sosucam a fait pour améliorer sa production, pour moderniser ses équipements, pour entretenir ses ouvriers, parce qu'il ne faut pas ignorer qu'à certains moments, les ouvriers de Sosucam se sont plaints du traitement qu'ils recevaient. Donc, je crois que l'État du Cameroun, dans une volonté, je pense, dans une volonté de préserver certains acquis sociaux, se sont dit, laisser totalement la gestion à des privés risque d'avoir un impact sur la vie sociale. Je crois que c'est à cela, ou alors c'est là le fondement de leur décision jusqu'à présent. Attendons ce que déjà le comité ad hoc qui a été mis sur place pour vérifier les contours de cette session et on sera beaucoup plus fixé. Mais si déjà Somdia décide de partir, ça veut dire qu'il y a des choses qui n'augurent pas des lendemains très bons. Pour moi, il faudrait commencer à regarder de très près ces départs des actionnaires français, des entreprises ou alors des multinationales basées au Cameroun. On a la Générale, ils sont partis. Je crois qu'ils sont en train de regarder, je ne sais pas si c'est sur Carrefour, comment est-ce qu'ils devraient partir. Et donc, je crois qu'il faut commencer à regarder de très près avant de se précipiter dans les rachats de leur part. Merci Christian Evebalogok. On va à présent donner la parole à Pierre Eyok. Monsieur Pierre Eyok, bonjour. C'est vrai que tout à l'heure on avait quelques difficultés. J'ose croire que tout est rentré dans l'ordre. Bonjour. Bonjour. Très heureuse de vous accueillir pour la toute première fois ici en plateau, quoique à distanciel, dans le cadre de ce débat économique qui se fait aujourd'hui autour de cette actualité liée à la Sosucam, le grand test des capitalistes camerounais. Le 13 août dernier, on avait fait l'annonce d'un consortium de 5 investisseurs camerounais ayant conclu un accord pour reprendre 82% de la Sosucam détenue par le groupe français Somdia. À votre niveau, est-ce que vous avez compris ce gel imposé par l'État du Cameroun, cette demande d'arrêt pour ce qui est des différentes transactions en cours dans le rachat, du moins la cession des parts de Somdia? Oui, avant de parler de ce gel, je dis d'abord bonjour à M. Jean-Joël Ngapout, de presque 40 ans sur le terrain de basket. Alors, bonjour à l'autre panéliste aussi. Bon, madame, il faut d'abord, ceux qui ont l'âge de Jean Jaurès et moi savent que la Sosucam a existé, comme il a bien expliqué. Et puis plus tard, l'État avait conscrit la Camsuco, qui était un investissement SNI. Et pendant la période des privatisations, là, sous l'impulsion de la Banque mondiale, il y a 25-30 ans, il y a eu une fusion de la Sosucam et de la Camsuco. Enfin, ceux qui avaient les propriétaires de Sosucam ont racheté la Camsuco à une époque où l'État perdait tous les bijoux de famille. Maintenant, quelle est la situation aujourd'hui? La situation est que la Sosucam, c'est-à-dire la partie Sosucam qui est à Mandion, qui était dans l'usine la plus ancienne, est complètement à l'arrêt. Elle est complètement à l'arrêt. Donc, et ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est l'ancienne partie Camsuco qui est en côté. C'est ça la réalité de la Sosucam aujourd'hui. Il y a eu donc une recapitalisation, il y a essayé une recapitalisation de 34 milliards il y a 2 ans. Ça n'a pas suffi à redresser l'entreprise. Parce que c'est une entreprise quasiment en situation de détresse. C'est-à-dire, elle ne crée plus la richesse depuis très longtemps. Donc, c'est ce qui pourrait justifier
négligé le fait que la direction de Stomdia ait décidé, dans un revirement stratégique, de céder cet actif qui est devenu encombrant et budgétivore. Bon, ça nous ramène à un conflit interne au sein du groupe Stomdia. Il y a un conflit entre les propriétaires, c'est-à-dire la famille Castel, et la direction opérationnelle. Parce que Ronnie Castel, elle privilégie plutôt une restructuration, dans le sens, Ronnie Castel, c'est la fille unique de Pierre Castel, qui est le propriétaire économique à 100%. Parce que c'est une partie, le groupe Castel est un peu particulier. Dans les mécanismes d'optimisation fiscale, les Castel sont propriétaires économiques, mais sur le plan opérationnel, ils ne contrôlent pas l'entreprise. Et il y a donc un conflit en ce moment entre les propriétaires, Ronnie Castel, dirigeant de l'entreprise, Grégory Clerc. Et c'est Grégory Clerc qui a pris la décision de cession. On peut raisonnablement penser, compte tenu de l'état de l'entreprise, que ça a dû être même une cession quasiment au franc symbolique. Dans tous les cas, tous les modèles économiques auxquels on soumet une analyse actuelle de la valeur marchande de la SOSUCAM la situe entre 0 francs et 8 milliards, pour la totalité des 100% des actions. La SOSUCAM ne vaut pas plus de 8 milliards de francs. Ça, il faut le savoir. Le véritable problème de la reprise de la SOSUCAM, c'est ce qui se passe après. C'est-à-dire, celui qui reprend la SOSUCAM doit rembourser une dette, là encore, qui est incertaine, qu'on évalue entre 35 et 90 milliards. Ça, c'est la première chose. Mais le plus important, il doit reconstruire complètement l'outil de production. Oui, il faut le dire, la SOSUCAM n'est pas un bijou de famille qu'on a vendu, on a gagné. C'est ce que les gens présentent. Ceux qui disent avoir fait une compte, ils ne vous disent pas combien ils vont acheter, parce que je ne suis pas sûr que ce. Donc il faut reconstruire. Et les calculs, encore là, le coût de reconstruction de la SOSUCAM aujourd'hui, pour une production à 300 000 tonnes par an, se situe autour de 200 milliards. C'est le minimum syndical pour reconstruire la SOSUCAM. C'est mathématique, ça ne se discute pas. Donc maintenant, l'État alors dans tout ça, pour arriver à votre question. Moi, il y a 2 scénarios. Le premier scénario, c'est que Ronnie Castel, dans le cadre du conflit interne au groupe, la propriétaire, dans le cadre de son conflit avec les dirigeants de l'entreprise, aurait-elle saisi l'État pour geler le transfert d'actifs? Parce que Ronnie, dans l'approche de Ronnie Castel, elle privilégie une restructuration interne de la SOSUCAM, allant dans le sens de la fusion de la SOSUCAM avec les brasseries du Cameroun, qui sont toutes les deux des propriétés de la famille. Parce que c'est une culture chez les Castel, tout doit leur appartenir à 100%. Est-ce que ce ne serait pas Ronnie Castel qui aurait demandé au gouvernement d'arrêter cette opération conduite par Grégory Clerc? Ça, c'est une autre option. Ça, c'est une possibilité que les gens ne voient pas, mais qui peut être sérieusement envisagée. Il y a une autre option que j'ai lue dans les réseaux sociaux. C'est vrai, j'ai lu un peu, que les populations, les planteurs et les acteurs se seraient opposés à ce consortium. Ça, c'est la deuxième option. Donc, le gouvernement pourrait peut-être se retrouver face à deux oppositions. L'opposition de la propriétaire économique, Ronnie Castel, qui s'oppose au fait que le dirigeant opérationnel Grégory Clerc cède cet actif parce qu'elle veut faire une fusion avec la société des brasseries du Cameroun. Et de l'autre côté, vous avez donc ceux qui sont, je peux dire ça, les propriétaires sociologiques, parce que la SOSUCAM n'est pas propriétaire des terres. Elles font l'objet d'une concession. C'est en réalité la concession sur 3 domaines. Banjok, Nkote et Zoum. Donc c'est 3 communes. La concession cumulée c'est 37 000 hectares et 25 000 sont mises en exploitation. Et en réalité c'est ça la seule et véritable richesse de la SOSUCAM aujourd'hui. C'est la seule et véritable richesse. Donc vous ne pouvez pas, ça pose donc le problème de la confiance. Quand tu veux prendre un actif comme celui-là, il faut gagner la confiance de ceux qui sont là.
employer des coupeurs. Parce que qu'est-ce qui se passe? La Sosukam a une production saisonnière et il y a la saison des coupes. Pendant la saison des coupes, il y a une colonie de peuplement tout pourri qui s'est installée là-bas. C'est-à-dire des gars du Nord qui sont des grands travailleurs, c'est eux qui font la coupe. Et j'ai vu des correspondances où des employés et cette colonie de peuplement ont envoyé des correspondances au gouvernement pour s'opposer à cette session, à ces consortiums. Donc voilà ma situation aujourd'hui. Le gouvernement, les gens présentent la chose comme si le gouvernement est contre ce groupe. Mais il faut voir les choses autrement. Le gouvernement, ce qui est factuel, parce que c'est documenté, c'est que les acteurs locaux se sont opposés à cette session. Et je dis, ce qui est aussi factuel, c'est que Ronnie Castel, la propriétaire, la fille unique de Pierre Castel, s'oppose aussi à cette session. Elle avait même porté plainte devant les tribunaux de Luxembourg et Grégory Clerc a montré devant les tribunaux qu'il y a eu 4 sessions de conseil d'administration où elle avait été convoquée pour parler de cette affaire de session de la Sosukam et elle n'était pas venue. Donc arrêtez de présenter cette affaire comme une affaire du gouvernement contre une tribu. Non, le gouvernement est face à des oppositions. Il a demandé de suspendre, il n'a pas dit arrêter, il a demandé de suspendre afin de voir plus clair. Maintenant, quand il s'agit de voir plus clair, il faut aussi interroger la proposition de ce consortium. Je vous ai dit tout à l'heure, à l'état actuel de la Sosukam, il faut la reconstruire entièrement. Et le tarif minimum pour la reconstruire, c'est 200 milliards. Maintenant, quand vous avez 200 milliards, vous devez vous poser. Maintenant, il y a les dettes. Personne ne connaît le montant des dettes, mais si tu reprends, tu dois payer les dettes. Le minimum, c'est autour de 40 milliards, d'autres situés à 90 milliards. Donc, si tu dois reprendre la Sosukam, dis-toi que tu dois réinvestir minimum 250 milliards. Et quelqu'un nous dit qu'il va investir 137 milliards. Avec 137 milliards, tu vas assurer le redressement d'une entreprise où le propriétaire actuel a fait une recapitalisation de 34 milliards il y a 2 ans et ça n'a pas produit d'effet. J'espère que j'ai répondu à votre question. Tout à fait. Merci pour cette première prise de parole de votre part. On va donc poursuivre, Jean Jaurès. On va dire que l'État est dans son rôle finalement dans cette opération. Alors, non, pas du tout. Je suis très heureux d'avoir Pierre Yoc. Je pense que c'est la première fois qu'on passe une émission ensemble et ses analyses sont très intéressantes et m'interpellent beaucoup. Maintenant, je voudrais dire que non, il y a un ensemble d'éléments pour moi qui ne me satisfont pas. Pourquoi? Parce que je vais répondre à la fois ou du moins apporter quelques éléments à Pierre Yoc, mais également à Christian Hervé, sur 2 aspects distincts. Le premier aspect, c'est sur ce qui concerne d'abord la prise de parole de Christian Hervé Balogok sur le rôle de l'État. Il est peut-être dans son rôle et tout ça. J'ai envie de dire non, c'est fallacieux. Pourquoi? Tout simplement parce que en 2010, l'association Les Amis de la Terre, qui est une association française et qui décerne des prix, a décerné le prix Pinocchio le prix Pinocchio, en fait, c'est un anti-prix. C'est un prix qui vient condamner les entreprises françaises qui font n'importe quoi, notamment en Afrique. Et en 2010, lorsque la Sosukam a acquis 22 000 hectares qui ont entraîné l'expulsion de 6 000 personnes, et parce que ça, c'est l'un des arguments de Pierre Yoc, les populations locales veulent être défendues, d'environ 3 500 francs par an par famille. Depuis 2010, l'État camerounais n'a rien fait pour protéger ces gens. Donc cet argument ne tient pas du tout parce que les milliers d'hectares actuellement exploités par la Sosukam ont été attribués à cette entreprise-là sans tenir compte de plus de 6 000 personnes qui ont été expulsées. Et je dis bien, les familles reçoivent 3 500 francs par an sur ces terres. Donc, pour moi, c'est un argument qui ne tient pas du tout. L'État ne fait rien de bon, il n'est pas du tout dans son rôle, c'est pas son enjeu. Première chose. Deuxième chose, il ne faut pas oublier que l'État camerounais en 2024 a une perte de 3,5 milliards de
pertes fiscales que devait verser la Sosukam qui n'ont pas été versées. Pourquoi? Parce qu'il y avait une chute de vente de plus de 25% qui était liée à quoi? Qui était liée à la contrebande. Actuellement au Cameroun, la Sosukam qui fournit à peu près un tiers de la demande en sucre a un gros problème qui pourrait être réglé et qui doit être réglé par l'État camerounais, c'est celui de la contrebande. On a 2 tiers minimum du sucre vendu au Cameroun qui provient des importations et de la contrebande. L'État camerounais devrait commencer par agir là-dessus. L'État camerounais n'a rien fait. C'est pour ça que je disais qu'il faut faire très attention. Nous avons affaire à quelque chose qui n'a pas été évoqué, mais pour moi c'est hyper important, je l'ai souligné dès le départ, c'est la bataille qui a commencé depuis 2018. Au-delà de la question du groupe Castel, des brasseries du Cameroun, et tout ça, qui est propriétaire en réalité de Somdia, il ne faut pas oublier une chose, depuis 2018, il y a la présidente de la République, je l'ai dit, je ne donne pas encore de nom actuellement, qui veut absolument rentrer dans ce capital. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ajoutez aux 5 qui souhaitent racheter Pagop, Noupoué, Henriette Noutchougouin, Conchou, Djoukoué et Tchakogam, en fait, le problème, c'est qu'on ne veut pas vendre à ces gens-là. Si vous ajoutez à ces noms les prédateurs, 1 ou 2 prédateurs dont on met les noms, on va vendre la société demain matin. Donc, il ne faut pas oublier une chose. Parce que là, le ramdam qu'on fait aujourd'hui en parlant de nationalisation de ci, de ça, c'est totalement fallacieux. Pourquoi? Parce qu'on oublie de dire qu'en 2024, le même groupe a vendu à M. Tawamba, a vendu ses actions à M. Tawamba pour se recentrer. Donc M. Tawamba a acheté Cadiste en 2024. C'est le groupe Castel qui a vendu ses actifs meuniers. Les actifs meuniers dans des moulins ont été vendus à Cadiste en 2024. On n'a pas du tout entendu le gouvernement s'opposer ou raconter quoi que ce soit. Donc j'ai envie de dire qu'il faut faire très attention sur ce dossier. Moi je pense que si on voit sur le plan purement managérial, la Sosukam, au-delà de ce qui est dit sur sa capitalisation, et là il n'y a rien à redire sur ce que derrière qu'a dit tantôt, maintenant il faut voir la question de la gouvernance et les enjeux au quotidien. La société est instable depuis 2018. Avant 2018, on avait une stabilité de management. Lorsque Samuel II Libok propose en 2021 le rachat des parts des ex-employés des actions à 20 000 francs à l'action, vous avez bien vu tout ce que ça lui a valu. Ça a valu qu'on le débarque en 2022. On le débarque en 2022 parce que il y a un problème qui se pose, c'est que comme la plupart des entreprises au Cameroun, on a un groupe de personnes au Cameroun qui voudraient tous l'approprier. Pour eux, c'est soit le capital reste étranger, soit c'est eux qui le prennent. Ils ne voudraient pas des capitaux nationaux. Le cas de Tawamba avec son rachat de Cadiste est un peu plus spécifique. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de ceux qui bénéficient de ce régime et qui sont soutenus par ce régime pour différentes raisons. Donc j'ai envie de dire qu'on n'a rien de patriotique dans cette opération. On n'a rien de patriotique, surtout que, et je reviens là-dessus, lorsque vous voyez le comité qui est censé nous éclairer sur la question pendant ce gel, il est composé de personnes, déjà ça va nous coûter un bras, et il est composé de personnes, je suis désolé, qui n'ont aucune expérience de gestion réussie. On a des gens qui ont tout échoué. Que ce soit les représentants de la CNPS qui sont là-dedans, les représentants de la SNI qui sont là-dedans, ou le président même de ce comité qui a lamentablement échoué à Camerco, je ne vois pas ce qu'ils vont nous apporter comme éclairage. Donc je suis désolé, on a d'autres enjeux dans cette histoire, et derrière, quel est l'intérêt de faire prospérer le trafic du sucre? Vous allez constater que, contrairement à la capitalisation qui a été faite de 34 milliards effectivement, pour porter la production à 130 000 tonnes de sucre en 2027, on y arrivera parce qu'effectivement, les problèmes structurels et fonctionnels qu'évoquait Pierre Yoc sont réels. Mais avec 138 milliards, on a un montant suffisamment important pour acheter une partie de la dette, pour rendre des opérations beaucoup plus efficaces dans un délai relativement court. Maintenant, sur la main-d'œuvre, les emplois, les choses qui sont dites,
Vous croyez que l'État camerounais se soucie particulièrement des emplois? Non. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a le conflit avec Samuel II Libok et qu'il est mis de côté en 2022, il y a une chasse aux sorcières. Il y a plus de 250 licenciements de cadres à la SOSUCAM parce qu'on estime que c'est des gens qui étaient relativement proches de M. Louis Linda, qui a dirigé l'entreprise pendant une vingtaine d'années et qui a commencé à SOSUCAM en 1975 pour ses redressements. Donc, je pense que dans cette situation où on veut donner, on fait une présomption comme ça, plutôt favorable au gouvernement, je crois qu'on n'a même pas le temps de leur laisser cela parce qu'on a des antécédents. Et on sait très bien que derrière cette histoire, on a le refus de la vente à ce consortium. Ça n'arrange pas le gouvernement parce qu'il y a une considération ethnique là-dedans. C'est indéniable, plusieurs analystes l'ont déclaré, et j'ai vu des analyses depuis 4-5 jours qui ont donné des éléments qui sont des éléments à prendre en compte. Et réellement, on n'a pas, comme c'est déclaré, la volonté de l'État de reprendre les choses en main parce que depuis 2010, qu'on a spolié ces terres, qu'on a chassé de plus de 6 000 personnes, qu'on leur donne 3 500 francs par an, ça ne dérange personne. Lorsque on a des gros problèmes qui se posent parce qu'on annonce 8 000 employés et 1 800 saisonniers, qu'est-ce que l'État fait par rapport à ces flux? On dit des tout pourris. Qu'est-ce que l'État fait pour encadrer? L'État ne fait rien. Donc j'ai envie de dire que le rôle de l'État n'est pas joué, ni pour encadrer ces populations qui arrivent à des moments précis, ni pour faire en sorte que sur le plan local, les activités soient coordonnées et qu'on ait éventuellement des sous-traitants qui peuvent mieux vivre de cela. L'État ne fait absolument rien du tout. L'État ne fait rien pour lutter contre la contrebande. Au contraire, on a des membres du gouvernement qui sont des vendeurs de sucre et qui ne payent pas la douane et qui font partie de cette contrebande. Donc j'ai envie de dire, je suis désolé, mais sur les faits, sur le plan purement factuel, on peut donner des chiffres. La SOSUCAM n'est pas une entreprise dans laquelle, et d'ailleurs je vais terminer là-dessus, l'État a envie de faire quelque chose de bien, parce qu'ils sont passés au contraire de 26% à l'époque de sa création à 18%. Donc ça a plutôt baissé, donc il n'y a pas de volonté et véritablement l'État, si ce n'est la prédation et le refus de l'acquisition de cette entreprise par des personnes que l'État pense pas pouvoir contrôler. Merci Jean Jaurès. Christian Evé-Balogoc, Jean Jaurès parle tantôt de considération communautaire pour ce qui est de cette session. De ce nouveau consortium. Oui, pour ce qui est du nouveau consortium et puis de l'arrêt du processus imposé justement par l'État du Cameroun. Vous voyez plutôt quoi, l'État qui essaye justement d'encadrer ou alors de sauver ce fleuron industriel stratégique? C'est pas un fleuron industriel stratégique, on dira, bon, mais c'est pas non plus une entreprise qu'on devrait négliger. Non, écoutez, entre ce que dit Jean Jaurès, qui semble être une théorie du complot, je ne peux pas m'aventurer dessus parce que je n'ai pas assez d'éléments qui me permettent de faire une analyse fondée sur ce qu'il dit. Et ce que disait monsieur Pierre Eyok, qui est aussi à prendre en considération, je voudrais plutôt qu'on se dise, écoutez, nous avons une situation un peu trop alambiquée ici. Nous avons des éléments à prendre en considération en sachant qu'il y a trop d'antécédents. Mais sans vouloir dédouaner ou alors donner mon notion à l'État, je voudrais plutôt qu'on reste sur des faits. C'est vrai que l'État ne peut pas aujourd'hui penser ou se gargariser du fait qu'ils veulent tellement protéger ces populations parce que pendant longtemps, je l'ai dit dans ma première prise de parole, les employés saisonniers et les employés de niveau ou de classe sociale inférieure se sont plaints des conditions de vie et des conditions de travail à la SOSUCAM sans que personne ne se plaigne. Alors, l'État est parti de 26% à 18%. On se trouvait dans une situation où il fallait
privatiser. On se trouvait dans une situation où on avait laissé qu'il y ait un nœud coulant sur le coût, alors sur l'économie camerounaise. Lorsqu'on est allé vers le FMI, il nous a dicté des choses et on a donc décidé de sortir, de réduire notre participation. Nous avons vendu la Camsuco qui devait être en réalité une société pas concurrente, mais qui devait être le champion qu'on allait bâtir nationalement pour avoir un contrôle sur l'activité de production sucrière. Alors, on s'en est débarrassé parce qu'on était bloqué quelque part, parce que c'était des conditions à remplir pour que nous puissions bénéficier de l'assistance du FMI. C'est regrettable. Peut-être qu'aujourd'hui, l'État, je dis peut-être, qu'aujourd'hui l'État se dit, ok, hier j'ai commis des erreurs, il faudrait que je me remette, ou alors je me remette de ces erreurs. On a mis un comité ad hoc. C'est vrai que même le casting laisse à désirer de ce comité ad hoc. Ce sont des gens qui n'ont pas des faits d'armes très glorieux. Et ça ne nous laisse pas augurer des lendemains vraiment très beaux. Mais bon, c'est ce que l'État a décidé. Et moi, je pars de quoi? Je pars de ce qu'ils disent, nous voulons voir clair. Ils n'ont pas dit forcément nous voulons racheter. Ils ont dit nous voulons voir clair. Maintenant, le consortium dit ok, j'apporte 137 milliards de francs. D'accord. Sur 137 milliards de francs, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Peut-être, et c'est ce qui a été dit, moderniser les équipements qui existent pour les rendre beaucoup plus productifs. On peut ne pas avoir deux entreprises ou deux usines, mais qu'avec une seule usine et du matériel modernisé, qu'on ait une production qui soit beaucoup plus grande. Qu'on aménage le côté social en se disant ceux qui ont cédé la terre ou ceux qui ont été évacués parce qu'on voulait prendre les terres peuvent avoir des rémunérations ou une rente foncière beaucoup plus importante. Ça va être assez bien pour eux et qu'on aménage les conditions de vie et que cette nouvelle unité ou cette unité restructurée permette donc d'aborder les autres pans de l'entreprise, notamment son passif, quitte à ce qui est de payer les dettes qui existent. C'est peut-être ça le problème. Maintenant, l'État dit, est-ce que cette restructuration ou alors cet apport va réellement résoudre le problème? Je pense que c'est la question que se pose l'État au vu des arguments qui ont été avancés. Mais quand on va interroger le passé, on voit qu'il y a des antécédents qui ne laissent pas penser que l'État soit doté de bonnes intentions réellement. Et moi, je pencherais beaucoup plus sur l'analyse de M. Eyok qui dit, est-ce que le groupe Castel ou est-ce que la famille Castel ne s'est donc pas, dans sa volonté de garder ce bijou du patrimoine, ne s'est pas servi de l'État du Cameroun pour bloquer la cession? Parce que étant dans un conflit avec la direction opérationnelle, c'est fort possible. Mais jusqu'à présent, Marlise, ma position est, laissons voir ce que le comité ad hoc va dire et nous serons beaucoup plus situés sur l'action réelle et les intentions réelles du gouvernement du Cameroun. En attendant justement d'être situé sur le véritable problème, c'est vrai, on a évoqué tantôt l'aspect souverain de l'entreprise, d'où l'intérêt pour l'État justement d'essayer de voir un peu plus clair avant que les opérations ne se fassent ou alors ne continuent dans cette lancée de session. Oui, mais Nathalie, côté souverain, personnellement, excusez-moi, je ne vais pas trop adhérer à ce côté-là, parce que si côté souverain était... il sera actionnaire majoritaire. Voilà, il aurait cherché à devenir actionnaire majoritaire. Vous comprenez? Parce que il y a eu un moment où l'étau FMI s'est desserré. On aurait pu acquérir d'autres actions, notamment lorsque le Somdia a ouvert le capital. On n'a rien acquis. Alors, on aurait dû acquérir des parts au moins au prorata de ce que représentait Camsuco lorsqu'on le vendait. Vous comprenez? Et l'État souverain, pendant longtemps, Sosucam vous a dit, je fais une production qui, je pense, devrait permettre que la consommation au Cameroun ne soit pas tellement dépendante de l'extérieur. Mais l'État du Cameroun n'a pas réagi parce que cette déclaration laissait forcément croire qu'il y avait une contrebande qui se faisait. C'est l'État qui a les moyens
de pouvoir lutter contre cette contrebande. J'ai dit sur un plateau concurrent ou alors confrère qu'il y a beaucoup de magasins qui servent d'entrepôt ou beaucoup d'immeubles avec des enseignes, magasins à louer qui servent d'entrepôt. En réalité, les gens créent des pénuries et vous revendent forcément ce sucre, cette production sucrière sous d'autres étiquettes pour vous laisser croire que c'est le fruit d'une importation. Et là, ça nous fait perdre en recettes douanières, ça nous fait perdre au niveau du fisc, ici localement. Donc, moi, je pense que l'État ne s'est pas vraiment penché sur cette production ou sur le fonctionnement de Sosucam pour voir clair, pour aujourd'hui revendiquer une certaine souveraineté. Monsieur Pierre Yoc, dans cette volonté justement de voir clair, en attendant que le gouvernement justement puisse voir clair et pour que le processus puisse reprendre pour ce qui est de cette cession des parts de Somdia du capital de la Sosucam, alors qu'est-ce qui devrait être mis en avant aujourd'hui? Est-ce qu'on doit se limiter au rachat des actions ou alors on doit véritablement mettre sur pied un plan d'investissement et de modernisation pour véritablement faire de la Sosucam un fleuron industriel stratégique pour le Cameroun? Madame, je vous ai déjà dit, corrompt pas les faits. Le fait est que, aujourd'hui là, vous allez en Banjok, l'usine de Banjok, c'est-à-dire l'ancienne Sosucam, est à l'arrêt. Depuis de nombreuses années. C'est arrêté. Les équipements ne fonctionnent plus. Ils ont dû la capitalisation de Somdia il y a 2 ans, c'était pour construire une usine de cristallisation de sucre en côté. Parce que celle de Mbandjok s'était complètement arrêtée. Et même cette recapitalisation n'a pas suffi pour enrayer la dégradation. Voilà le problème aujourd'hui. La direction opérationnelle est dans une logique de restructuration strictement financière. La direction opérationnelle du grand groupe Castel. Or, la famille Ronnie Castel est dans une logique de tradition familiale qui voudrait qu'on contrôle tout. Ronnie Castel, elle veut organiser une fusion Sosucam brasserie du Cameroun pour contrôler tout. Tiens, ça me vient à l'esprit. Dans son plaidoyer devant les tribunaux luxembourgeois, elle a parlé d'enjeux de souveraineté alimentaire au Cameroun. Lisez la note du directeur du cabinet du Premier ministre. Lui aussi, il reprend le terme souveraineté alimentaire. Et ce n'est pas neutre. Madame, ce n'est pas neutre. L'enjeu, vous êtes une mère, vous avez des enfants. L'enjeu, c'est la capacité du Cameroun à créer les conditions pour que vous trouvez le sucre. Ne croyez pas que c'est une évidence dans les prochains jours, dans les prochains mois, les prochaines années. Nous entrons dans un monde plein de turbulences alimentaires, Tous les pays du monde parlent de souveraineté alimentaire. Ceux qui importent du sucre, ils peuvent être confrontés à une situation où les pays qui produisent le sucre, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le Brésil, les pays qui sont excédentaires, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le Brésil, il y a l'Inde. La Chine est importatrice nette de sucre. La Chine a besoin. Que ces pays décident qui impose des importations. M. Balogoka a soulevé une autre question qui me revient à l'esprit. À l'époque de M. Yinda, tout le sucre, parce que je le sais, parce que il y a 30 ans, à la fin de mes études, j'ai voulu entrer dans ce business. Tout le sucre de la Sosucam était entièrement vendu à un noyau dur de gens. Il n'était pas plus de 10. Il y avait des gars du Nord, il y avait quelques gars de l'Ouest. Tout le sucre, c'était un cartel. Tu ne pouvais pas, j'ai voulu entrer dedans. Il n'y avait pas moyen. Je suis passé par les trucs Yinda et de Pouma. Ma mère a essayé d'aller rencontrer Yinda. Après, comme m'a expliqué, d'autres gars autour de Yinda, ils m'ont expliqué. Et ont expliqué à ma mère, ton fils ne peut pas, tout le sucre de Sosucam est livré à 10 personnes. Et comme disait M. Balologo, des gens peuvent acheter le sucre de Sosucam, ils vont le reconditionner et ils le vendent, et ils disent que c'est de la contrebande. Ce n'est pas aux non. Maintenant, pour répondre à votre question, il n'y a pas de solution. Il faut reconstruire complètement l'usine. Et pour assurer dans cette fameuse souveraineté alimentaire, que se fait
acheté les équipements en Chine ou en Inde. Tout à l'heure, l'accident, c'est les équipements en Allemagne. On monte dans les 300 milliards, 350 milliards. Ce n'est pas négociable. Et le contexte, c'est qu'il faut reconstruire complètement l'usine. Alors, mais avant la reconstruction de l'usine, il y a une réalité. Il faut payer la dette. La société ne reverse plus les trucs de longtemps. Il y a des fournisseurs, il faut payer. Cette dette est située, des uns sont situés à 40 milliards, d'autres jusqu'à 90 milliards. Alors, dire que 137 milliards c'est suffisant, c'est une véritable contre-vérité. Si vous dites que vous reprenez ça à 137 milliards, ce n'est pas pour reproduire le sucre, reconstruire le sucre, c'est pour autre chose. Certainement pas pour réhabiliter l'entreprise. Non, à 147 milliards. C'est-à-dire que la dette va d'abord prendre plus de la moitié des temps. Et je vous dis le minimum, vous ne pouvez rien faire d'autre. Ronnie Castel, elle dit qu'elle veut réinvestir pour restructurer. C'est pour ça qu'elle s'oppose à la vente. Et la direction opérationnelle, ils disent que non. Nos états financiers ne nous permettent plus de continuer à verser de l'argent qui est devenu un gouffre financier. Voilà l'enjeu au niveau de la famille, du groupe familial. En suspens. Et au niveau donc maintenant, au niveau des populations là-bas, peut-être moi j'ai travaillé, j'ai été là-bas il y a 30 ans, et pendant 5 ans, pour faire des travaux pour le compte du Conseil de Fédération Paysanne du Cameroun. Peut-être les gens qui vivent ailleurs ont une idée. Dans la Haute-Sanaga, il n'y a pas assez de monde, il y a des vastes étendues de terre non exploitées. 37 000 hectares dans la Haute-Sanaga, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau, les populations. Bon, maintenant, je vous dis ce que j'ai lu. Est-ce qu'ils ont été instrumentalisés? Il y a des populations. La colonie de peuplement du Nord qui travaille de manière saisonnière. Et il y a un certain nombre d'employés, des syndicats d'employés, qui ont écrit, et même des communautés locales. Parce que là-bas, c'est essentiellement le royaume Babouté. C'est un grand royaume, le royaume Babouté. Je pense que la communauté Babouté aussi a écrit pour s'opposer. Pourquoi ils s'opposent? Comme donc, si vous dites que vous reconstruisez, vous remettez la solution Camaflo avec 130 milliards, vous prenez les gens pour des cons, tout simplement. Et ne croyez pas que ces gens qui gèrent cette entreprise ne savent pas pour reconstruire cette entreprise. Ils le savent. Donc, pour me résumer, pour reconstruire cette entreprise et assurer la souveraineté alimentaire, pour que Mme Marie assurer que tous les jours, quand elle va au supermarché pour prendre du sucre pour ses enfants, elle est sûre de trouver du sucre. Il faut 200 milliards, pas moins. Il faut 200 milliards. Maintenant, pour l'état actuel de la société, mais la société produit son sucre autour de 500 francs, 500 000 francs, à 1000 dollars la tonne, c'est-à-dire autour de 500 000 francs, 600 000 francs. Or, les standards mondiaux se situent autour de 5 tonnes, c'est-à-dire dans les 300 francs. C'est-à-dire le coût de production actuel de société entre autour de 600 francs, alors que les standards mondiaux de 300 francs le kilogramme. Parce que justement, elle ne peut plus générer son énergie. Parce que quel est le principe? Les déchets de canne à sucre sont brûlés pour produire de l'électricité. Et cette électricité est utilisée pour faire fonctionner l'usine et donner l'usine de cogénération ne fonctionne plus de nombreuses années, peut-être 20 ans. Et quand on utilise des moteurs diesel alimenter les moteurs, groupes électrogènes alimentés au diesel, avec le coût que cela représente. Elle ne peut pas, la seule chose à faire, c'est reconstruire complètement avec de la cogénération. D'autres petites choses là dont je pourrais parler, bon, ce serait un peu fastidieux. Mais, pour résumer, c'est que pour là maintenant, c'est 200 milliards pour reconstruire et maintenant rembourser la dette. Le gouvernement, ça c'est ce point que j'allais oublier. L'État n'est pas actionnaire de la société. Nous sommes des actionnaires selon les sources entre 82 et 88%. Mais ça tend plus de 88%. Les autres actionnaires sont là.
la SNI, et puis les groupements d'employés, quelques employés. Donc, personnellement, n'a aucune action, directement n'a plus d'action. C'est la CNPS et c'est la SNI et puis le syndicat d'employés. Ça se tourne autour de 12 à 15, maximum 15. Donc, ce n'est pas l'État, je ne suis pas sûr que l'État soit en capacité ou même dans une volonté de se positionner pour le rachat de cette entreprise. Parce que si il doit racheter cette entreprise, il doit mettre 200 milliards pour reconstruire l'appareil de production. Vous pensez vraiment que l'État a cet argent en ce moment? Nous sommes ici à Yaoundé, nous les poubelles partout. L'État n'est même plus capable de nettoyer, je ne sais pas comment c'est à Douala. L'État n'est même plus capable de payer la société qui enlève les ordures. Les choses ne sont pas aussi simples que cela. D'accord. Merci, Monsieur Pierre Eyok. Alors, on est face là à un dilemme. On a une société qui demande justement à être sauvée du fait justement des emplois. On parle de près de 8000 emplois qui sont aujourd'hui menacés de ce côté-là. Une entreprise qui est déficitaire malgré justement une recapitalisation de 34 milliards de francs CFA intervenue. C'était en 2023. Voilà. L'entreprise accumule de lourdes pertes. On parle de 15 milliards de francs CFA en 2023, 22 milliards de francs CFA en 2024 et plus de 5 milliards de francs CFA en 2025. C'est dit aujourd'hui que le futur repreneur devra, comme l'a si bien dit Pierre Eyok, devra donc surmonter les équipements vieillissants. Tout est à refaire justement pour le futur repreneur de cette société. Alors, Jean Jaurès Ngaput, qu'est-ce qui devrait, sur quoi est-ce que l'accent doit être mis si justement on poursuit sur ce pan de reprendre les actions de Somdia? Est-ce qu'on doit mettre l'accent sur la capacité financière des acquéreurs ou alors leur technicité ou alors le management pour redresser l'entreprise? Qu'est-ce qui doit être prioritaire aujourd'hui, Jean Jaurès? Alors, pour moi, il y a plusieurs choses. Alors, on parle de 200 milliards, oui, effectivement, c'est le minimum qu'il faut mettre. Mais on ne met jamais 100% d'un patrimoine pour acheter une entreprise. Ça n'aurait aucun sens. Aucun sens. 138 milliards, c'est largement suffisant pour ces opérations parce que, en général, ce qu'on apporte en patrimoine, en propre, quand on rachète une entreprise, ça n'excède pas 50%. Or, 138 milliards, c'est beaucoup plus que 50% de ce dont aurait besoin la société pour reprendre. Donc, en fait, moi, je pense que non. La question n'est pas là. Les 138 milliards sont largement suffisants. Même s'il faut 200 milliards, on n'est pas obligé d'apporter les 200 milliards en cash. On apporte en réalité entre 20 et 30% du prix de vente d'une entreprise quand on vient racheter une entreprise. On ne vient pas avec 100%, ça n'existe pas. C'est comme des gens qui vous disent « Ouais, j'ai construit ma maison, avec ça a coûté 10 millions, j'ai mis 10 millions ». Ça n'a aucun sens. Tu veux construire ta maison, tu as la possibilité d'avoir un crédit, tu mets 5 millions. Le reste, tu empruntes en fonction de ce que tu vas faire. Bon, bref. Mais ce 100%, Jean Jaurès, ce 100% ne peut-il pas s'apparenter justement à une garantie à ce qu'on dise, OK, véritablement, les choses iront dans le bon sens? Mais ça existe dans quel monde où on met 100% en garantie? Dans quel monde? Voilà, on a M. Baloua qui est un banquier chevronné. On ne met jamais 100%. Ça n'existe pas à 100%. Je suis d'accord avec vous, Jean Jaurès. Je suis d'accord avec vous, Jean Jaurès. Ce que vous dites, votre analyse est assez pertinente. Continuez, je vous laisse finir, s'il vous plaît. Merci. OK, donc à partir de là, moi je pense que si l'État camerounais, parce qu'on a déjà démontré que ça n'a rien à voir avec le patriotisme, maintenant sur la question du surplus globalement, et là je m'adresse à des personnes comme Pierre Eyok qui a souhaité rentrer dans le milieu. Il faudrait aujourd'hui qu'on réfléchisse beaucoup plus largement. Pour moi, la question serait là. C'est que même ceux qui veulent rentrer dans le capital, ce serait de dire, est-ce que le sucre, on ne veut produire le sucre qu'à partir de la canne? On peut produire le sucre à partir d'autres plantes. Qu'on réfléchisse plus globalement. Et qu'on se dise, est-ce qu'on doit uniquement être centré sur Mbandjok, Koteng, et cette zone-là de la Haute-Sanaga. On doit seulement être là-bas. Est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'en produisant uniquement là-bas, les 10 personnes à qui on vendait, qui avaient le monopole, ça pose problème? Est-ce qu'on ne peut pas se dire, OK, au Cameroun, on veut la production de sucre. On veut arriver à une sécurité alimentaire.
On peut produire du sucre dans l'extrême nord. On peut produire du sucre au nord. On peut produire du sucre dans plusieurs autres zones. Donc, on va explorer, on va investir, on va limiter les transports, on va limiter les risques et tout ça. On va avoir plusieurs sites de production que la même société peut avoir. On va faire en sorte que ça ne dépende pas d'un seul type de produit. Et on a bien vu que derrière, il y a tout le travail aussi, recherche et développement qui devrait être fait, parce que sur la production qui risque de chuter, avec le réchauffement climatique, pour moi, voilà les gros thèmes d'analyse globale de ce secteur qu'on devrait avoir par rapport à la reprise de cette société. Aujourd'hui, nous en sommes juste à la question de l'argent qu'il faut mettre pour reprendre les choses qui sont de Camtel ou je ne sais pas de qui d'autre, mais de Castel, pardon, ou de qui d'autre. Pour moi, c'est pas la réflexion. La réflexion, si l'État voulait vraiment travailler, c'est pas envoyer ces personnes en mission sur le terrain tel que j'ai vu et tel que c'est organisé. Ça n'a aucun sens et ça ne va rien produire. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait partir sur plusieurs étapes de reprise de cette entreprise, en sachant que s'il y a déjà un capital de 138 milliards par ces jours-ci, c'est déjà énorme. Je l'ai bien dit qu'on n'a pas eu tout ce ramdam quand Somdia a vendu ses autres sociétés. Somdia a vendu, il ne faut pas croire que Somdia est seulement au Cameroun. Somdia a vendu sa société meunière et avicole au Gabon. Ils ont vendu la SMAC en 2025. Il n'y a pas eu de ramdam et la vie comme telle n'a pas recruté. D'accord? Somdia a vendu Spotobo. Il y a un Ivoirien, Jean-Marie Aka, qui a acheté une bonne part des sociétés meunières de Somdia. Ça n'a pas posé de problème. Donc j'ai envie de dire que non, la question Camtel, Somdia, ça c'est leur truc, ils règlent entre eux. L'État camerounais n'a pas non plus à être instrumentalisé. Moi j'ai envie de dire, si on veut travailler sur la question véritable de cette autonomie sur le plan alimentaire, il faudrait réfléchir plus globalement, mais commencer par effectivement sauvegarder l'outil de production actuel, développer d'autres sites de production et d'autres plantes pour la production, avoir davantage des équipes R&D qu'on intègre dans la boucle, et on aura une réflexion plus globale, y compris derrière la lutte contre la contrebande, la lutte contre les monopoles et la lutte contre le banditisme financier et économique qui est autour de la vente du sucre. Donc pour moi, l'État a tous les moyens d'agir, mais sans doute pas en mettant ce comité qui ne va rien produire. De toute façon, nous avons le temps de voir et d'ici quelques mois, j'aimerais qu'on en rediscute. Cette commission ne peut rien faire de bon et la réflexion doit être beaucoup plus globale. Et pour moi, 138 milliards qu'on a à la base, c'est déjà énorme pour pouvoir sauver ce qui est sauvable et maintenant réfléchir à plus long terme avec des perspectives. Je peux vous dire, et j'avais déjà pris le cas pour tout ce qui concerne la métallurgie et les mines au Cameroun, actuellement, avec 40 milliards de francs CFA, vous avez une bonne part d'industrie qui vous aide et d'outils qui vous permettent de produire au Cameroun en provenance de l'Ukraine. Pourquoi on n'explore pas ces pistes ? On a un savoir-faire. On a des usines qui tournent à moins de 60% en Ukraine depuis des années qui sont à l'arrêt. Voilà l'occasion pour le Cameroun de pouvoir se rééquiper industriellement, de bénéficier d'un certain nombre de choses pendant cette période creuse. C'est vrai que vous parliez tantôt de Camtel, je ne sais pas si vous avez un souci avec Camtel. On a compris. Il s'est vite on a compris qu'il s'agissait plutôt de Castel. Il l'a dit Castel. Il s'est repris. Christian. Oui. Déjà, Jean Jaurès, je suis content de ton analyse. Chapeau. Chapeau parce que 138 milliards sur 200 qui seraient requis, je dis bien seraient requis, il vous restera 62 milliards. D'accord? 62 milliards, vous pouvez les trouver à la banque. Vous ne mettez pas les 200 milliards d'un coup. 138 milliards, si on les mettait et qu'on continue à fonctionner comme on a toujours fonctionné, on aura des difficultés. C'est pourquoi je suis content avec Jean Jaurès de dire qu'il faut faire des explorations. Je pense que l'État aurait plutôt regardé quel est le business plan des repreneurs. Qu'est-ce qu'ils ont en projet en apportant 138 milliards de francs. Regardez qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Combien est-ce que Castel, le groupe Castel nous demande en réalité et ce qu'on est prêt de leur donner. Donc, comme il le disait, les plus gros consommateurs de sucre à certaines périodes, bien que ce soit de façon saisonnière, c'est à l'extrême nord. On peut avoir du sucre de betterave. Ça va permettre de faire prospérer une culture
qui aujourd'hui est limité à nourrir nos tables uniquement lorsqu'on a besoin de faire des entrées. Alors, on peut faire du sucre de betterave. On peut, à partir des investissements existants, voir comment est-ce qu'on va réorganiser notre production. On n'est pas obligé de rester uniquement au niveau de la Haute-Sanaga. Il y a des espaces verts un peu partout, permettre ainsi de créer de nouveaux emplois. On peut mettre à contribution les chercheurs de l'IRAD. On peut mettre en contribution les enfants sortis de Ngaoundéré pour qu'on puisse trouver qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Quelles sont les autres sources de production du sucre. Vous comprenez? Donc, 138 milliards, je crois que c'est largement suffisant. Mais si on continue, même si on apporte 138 milliards et qu'on laisse qu'il y ait un groupe, comme disait M. Yok, qui soit seul acheteur ou alors qui ait le monopole de l'achat du sucre, nous continuerons à tomber dans les mêmes travers. Que cette contrebande qui est décriée depuis longtemps et qui se voit dans les faits, de parce qu'il y a une différence entre le satisfecit qui est celui de la population des consommateurs finaux et la production que pendant longtemps Sosucam nous a dit être en train de fournir. On devrait donc se pencher sur la contrebande. Je crois que ce sont les aspects sur lesquels l'État devrait se pencher beaucoup plus. Regardez la rente foncière qui est reversée aux populations qui avaient été déguerpies lorsqu'on attribuait les terres. C'est des choses qui, pour moi, vont permettre qu'on arrive à quelque chose de beaucoup plus bon, de meilleur par rapport à ce qui existe. La consommation du sucre, c'est indéniable, on en a besoin. On en a besoin. La production actuelle ne suffit pas, mais peut-être que au jour d'aujourd'hui, je pense, si certaines veulent rentrer dans le capital, comme disait Jean Jaurès, peut-être pour continuer à faire perpétuer le fonctionnement actuel qui nous a créé tout ce que nous avons comme problème. Peut-être que ceux qui sont dans le monopole de l'achat du sucre ou alors de la distribution du sucre veulent aujourd'hui rentrer dans le capital pour mieux contrôler la production et continuer à nous créer des pénuries. Parce que ça profite à qui? Ça profite à ceux que j'appelle la République du Bayam Selam, qui sont capables de faire entrer du sucre, inonder le marché et faire ainsi souffrir la production locale. Alors, peut-être c'est là où se trouve le grand enjeu. Peut-être que l'État a compris la chose ainsi et est en train de vouloir regarder de plus près ce qui se passe. Mais comme disait Jean Jaurès avant moi, c'est avec des pincettes qu'on va croire en la capacité du comité ad hoc qui a été mis en place. Parce que le casting ne nous convainc pas. Donc pour moi aujourd'hui le problème est de penser à une exploration, de penser à une diversification de sources de production ou de sources, et aussi à de nouveaux bassins de production, ce qui va permettre que nous arrivions à quelque chose de meilleur. Alors, j'ai bien envie de savoir, c'est quoi le rôle de l'État aujourd'hui dans ce processus-là? C'est vrai, que ce soit Jean Jaurès ou encore Pierre Yok évoquait justement ce conflit entre le FI Castel et l'administration du groupe qui ne s'entendent pas. Est-ce que le Cameroun devrait jouer pour l'une des parties ou alors l'État aujourd'hui, le gouvernement, doit-il simplement encadrer la transaction ou s'impliquer directement dans la stratégie future de la Sosucam? Pierre Yok. Oui, madame, la première chose, je vous ai dit BF Holding, c'est comme ça, la maison mère de Somdia, arrêtons-nous à Somdia. Somdia est actionnaire à 88%, entre 85 et 88% de Sosucam. C'est-à-dire que c'est une quasi-propriété. Et l'État est actionnaire, l'État, institut personnel, est actionnaire à 0%. Les autres actionnaires, c'est la CNPS, c'est la Société nationale d'investissement qui était l'ancienne propriétaire de Kamsikou et le syndicat des employés, je crois. Donc l'État n'est rien là-dedans. Mais l'État a une mission de préservation de la paix sociale. Il a une mission de préservation. L'État a la mission de s'assurer que Madame Marlise Djomgwe, quand elle va au supermarché, elle va trouver du sucre pour ses enfants. Parce que si Madame Marlise Djomgwe ne trouve pas du sucre, ça veut dire que 1 million de personnes à Douala ne trouveront pas du sucre. Il y a des risques de préservation, il y a des risques
gardiens de la paix sociale, parce qu'il y a 36 000 hectares qui sont mis en concession, 25 000 mis en exploitation, dans un département, avec des communautés qui vivent de cela, pas seulement les communautés autochtones. Il y a aussi une forte colonie de peuplement venant de l'extrême nord, qui travaille dans le cadre de la saisonnalité. L'État est le gardien de la paix sociale. D'ailleurs, je pense que l'actualité, il y a eu un conflit, il y a 1 ou 2 ans, où des milliers d'hectares, des hectares ont été brûlés à la Sosucam par justement ces saisonniers tout pourris. Il y a eu même mort d'homme, on a envoyé les gendarmes, je crois même qu'un gendarme est mort. Ça, c'est la mission de l'État. Et je dis ce qui est factuel de ce côté, à notre niveau, c'est que ces communautés ont émis des réserves. Ça veut dire déjà que ce consortium n'a pas fait le travail de comprendre des explications pour convaincre l'environnement de l'accepter. Ne nous faisons pas d'illusions. Vous achetez, d'accord, vous faites une transaction de capitalisme et de connivence à Paris avec Grégory Clerc parce qu'il ne veut plus de la Sosucam. Ok, vous prenez, vous l'envoyez en banjo. Les 5 000 saisonniers disent que vous n'allez pas gérer la Sosucam. Je ne sais pas s'il y a 500 gendarmes à banjo pour contrôler 5 000 saisonniers en colère. Il y a une réalité. Donc, et ça, voilà où se limite le rôle de l'État. Maintenant, revenons même, je dis. Le temps justement qu'on reprenne Monsieur Pierre Eyoc, on va poursuivre. Jean Jaurès, si vous étiez donné aujourd'hui d'être le conseiller justement de l'État, recommanderiez-vous de maintenir le gel de la session? Recommanderiez-vous de l'autoriser au consortium camerounais ou alors de rechercher un troisième scénario, par exemple, avec un partenariat stratégique tourné vers l'international? Avant de répondre à ça, j'aimerais juste attirer l'attention de M. Pierre Eyoc sur ce qu'il dit. Il dit oui, il y a des gens qui ont bloqué et qui ne seraient pas contents. L'État doit garantir que les gens sont dans leurs droits. Je suis désolé. En 2010, lorsqu'on exproprie 6 000 personnes à qui on verse 3 500 francs par an, qu'est-ce qui s'est passé? L'État a bien contrôlé les choses, rien ne s'est passé, les gens ne se sont pas soulevés. Première chose. Deuxième remarque, il parle de colonies de peuplement. Mon ami, dans un pays, les gens se déplacent dans leur pays, on dit colonie de peuplement. Donc, en fait, c'est pas le même pays, quoi. Donc, moi, je quitte, je sais pas moi, Douala, je vais à Yaoundé, avec ma famille, on dit c'est une colonie de peuplement. Donc, je peux pas circuler librement dans mon pays. Non, moi, non. Je suis désolé, mais c'est inacceptable. C'est inacceptable qu'on voit les choses de cette manière-là, parce que derrière, moi, je vais vous dire, derrière, ce soi-disant mouvement de population d'autochtones qui ne veulent pas que ça se passe, c'était quelque chose qu'on a perçu depuis 2018, que l'équipe Ngongo et compagnie active les gens pour récupérer la Sosucam. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Maintenant, j'ai donné un nom. Parce que ces populations-là, en 2010, je le dis bien, quand ces gens ne sont pas aux affaires, en 2010, il ne s'est rien passé, ils n'ont pas moufté. Il y a eu plus de 3000 personnes qui travaillaient, qui n'étaient pas originaires de là, ça n'a posé aucun problème. Pourquoi subitement aujourd'hui ça va poser problème? Parce qu'effectivement, on manipule cette fibre tribale ces derniers temps pour bloquer tous les processus et raconter n'importe quoi dans un pays qui dit tous les jours avoir maîtrisé l'unité nationale. Non, je pense qu'il faut qu'on sorte de là. Bien, quand on est sorti de là, pour moi, les scénarios possibles, c'est quoi? C'est qu'effectivement, au lieu de partir sur ce gel avec cette mission qui ne n'aura rien, c'est de revoir effectivement le business plan, comme le proposait Hervé tout à l'heure, revoir quel est leur business plan. Qu'est-ce qu'ils ont l'intention de mettre en place? Comment est-ce qu'on va diversifier les sites de production? Parce qu'on a les problèmes de transport régulièrement. Qu'est-ce qu'on peut lancer en même temps pour produire du sucre à l'extrême nord, dans le nord? Voilà le travail à faire. Pour moi, je pense que le consortium est intéressé. Et c'est des gens d'expérience, c'est des gens, j'ai regardé le profil de toutes les entreprises qui font partie de ce consortium, des personnes qui les portent, c'est des gens qui ont des profils suffisamment diversifiés, il y a des banquiers, il y a des producteurs, il y a des Bayam Salam, il y a tout le monde là-dedans, les industriels, donc ils sont en capacité. Aujourd'hui, le travail à faire, au lieu de mettre cette commission sur le terrain, ce serait de voir quel est votre business plan, quel est le plan d'affaires donc que vous avez, vers où vous voulez orienter.
Qu'est-ce qu'on ajoute à cela? Comment est-ce que les participations, globalement, ce que j'appelais les participations de l'État à travers SNI et les CNPS, c'est parce que quand on met SNI ou CNPS et tout ça, c'est des sociétés d'État. Donc, c'est pour ça que je dis, on résume en disant l'État est à 18%. Mais bon, voilà. Et l'idée, c'est de dire, on va être content de voir ces 138 milliards prévus. Qu'est-ce qu'on va en faire? Quel montant il faut encore lever? Comment on diversifie le site de production? Comment on réduit les coûts de production? Comment on réduit les coûts de transport? Comment on facilite l'approvisionnement dans les différentes régions? Comment est-ce qu'on associe dans toute la chaîne de production la partie recherche-développement, maîtrise des outils de production, modernisation, pas seulement de l'outil industriel de transformation, mais l'outil même de production? Voilà le travail que l'État devrait faire, mais pas une commission pour envoyer les gens sur le terrain à qui on met en mission pendant des mois et des mois pour un résultat qui sera nul. Donc moi, je crois qu'on devrait accompagner, explorer les sources pour rapidement un développement industriel. Je vais parler des pays qui sont en détresse sur le plan industriel et qui pourraient nous accompagner là-dessus, au lieu de forcément chercher en Chine, des gens qui ont une expérience de production. On a le problème de transport qui va être résolu. On a la valorisation d'autres cultures et davantage de production d'emploi. Et on va même limiter, puisqu'on ne veut pas que les gens partent de l'extrême nord pour travailler dans un job, mais si on fait la production de betteraves, comme disait Christian Hervé tout à l'heure, si on produit la betterave à l'extrême nord, ces gens, les tout pourris, n'iront pas forcément en Tsanaga pour chercher du travail, ils travailleront directement sur place et ça va développer ces zones-là. Donc c'est ce type de raisonnement qu'on devrait mettre en place. Voir ce business plan, l'harmoniser, organiser, structurer, traiter les questions de transport, traiter les questions de migration, et là, on arriverait à quelque chose qui a un sens. Aujourd'hui, cette commission, c'est juste un autre problème qui est mis en avant. Voilà mon avis là-dessus. On va... Oui, M. Pierre-Yoc, vous êtes à l'antenne. Je n'ai même pas réalisé que j'avais été coupé. À quel moment, à quel niveau est-ce que je disais plein de choses là, sans savoir que j'étais coupé? Ça s'est arrêté à quel niveau? Je ne saurais véritablement vous dire. Bon, ok. Ce que je veux dire, je vais continuer avec le propos de Jean-Joël. Il était en train de parler du rôle de l'État, effectivement. De préserver effectivement la sécurité alimentaire. C'est là où le rôle de l'État se limite. Voilà. Le rôle de l'État ne peut pas aller au-delà de ça. La sécurité alimentaire et la paix sociale. Dans cette affaire, si Mme Djombo. Ça ne peut pas aller au-delà de ça. Il y a un acteur privé, il y a un acteur déjà en interne qui ne s'accorde pas. C'est-à-dire, il y a la direction opérationnelle qui veut vendre, il y a le propriétaire économique qui dit je ne vends pas, je veux faire une fusion de Sosucam avec les brasseries qui sont ma propriété. Ils en sont encore, ça c'est les cibles, parce qu'il faut admettre, il faut cela. Le deuxième élément maintenant, c'est la paix sociale au niveau de cette région-là. Au niveau, il y a des... Parce qu'il faut bien le dire, Mme Djomboui, le véritable actionnaire de la Sosucam, c'est qui? C'est vous qui achetez le sucre pour vos enfants et qui devez vous assurer que vos enfants ont leur ration de sucre quotidienne. C'est vous le véritable actionnaire de la Sosucam. Donc quelqu'un qui voudrait reprendre la Sosucam, la première chose à ce, et comme c'est une situation de quasi-monopole, la première chose à ce, c'est une obligation de transparence pour vous convaincre, vous, Mme Marley Djomboui, que vous aurez toujours le sucre quand vous allez vous pointer au supermarché. Et il y a des gens convaincre les experts de l'État, convaincre les syndicats des employés qui connaissent la réalité actuelle de l'entreprise. Et pour ça, il faut faire un travail. Aujourd'hui, subitement, on parle de business plan. Mais bon sang, ce consortium pourrait dû commencer par là. Venir payer Mme Alice Djomboui avec son but, avec leur business plan, et dire Mme Djomboui, voici ce que nous comptons faire. Présenter ça à vos auditeurs. Parce que ce sont vos auditeurs qui vont acheter le sucre. Ce sont vos auditeurs qui vont convaincre, qui doivent convaincre. Allez en bon job. Ici, il y a une radio communautaire. Montrez que voici ce que non. Il dit 137 milliards. Et je dis moi, qui ai un minimum de connaissances, de capacité de comprendre. Là, on me dit 137 milliards. On dit, avec une dette qu'il faut appuyer, qui se situe entre 50 et 100 milliards, avant d'aller voir le banquier. Il va rester combien? Il va rester entre 50 milliards, autour de 50 milliards. Maintenant, il faut aller voir le banquier. D'accord, vous avez 50 milliards. Considérons même que ça, c'est le cash pour le besoin du fonds d'enrôlement. Il faut donc aller voir le banquier pour 200 milliards. Voilà la réalité. Mais vous dites que vous reprenez, vous dites 137 milliards,
Peut-être c'est pas pour épurer l'entièreté de la dette. Peut-être C'est qui a en train de construire une usine de sucre à Tribi. Allô? Oui, je disais tantôt, peut-être il n'est pas question d'épurer l'entièreté de la dette. Commencer déjà par une partie et crescendo, on évolue. Oui, mais avant d'aller voir le banquier, il faut s'assurer. C'est les canons, c'est les canons. Vous ne pouvez pas aller voir un banquier lui demander 200 milliards quand vous avez encore une dette de 60 milliards. Il va vous dire allez d'abord solder la dette et puis vous revenez me voir. C'est comme ça, madame. On a la chance d'avoir un banquier avec nous en plateau. Alors, Christian, la thèse évoquée par Pierre Eyock, on saurait accorder du crédit à quelqu'un qui doit 200 milliards. On peut accorder du crédit même à quelqu'un qui doit 600 milliards. Le tout, c'est de savoir dans quoi est-ce que vous voulez investir. Est-ce que cela est porteur? Est-ce qu'il y a des retombées sûres? Non, lorsque nous disons qu'il faut regarder le business plan, nous ne disons pas c'est maintenant qu'il faut mettre le business plan. On dit ils viennent avec 138 milliards. Ce qu'on voudrait faire, qu'est-ce qu'ils pensent faire? Comment est-ce qu'ils pensent redresser l'entreprise? Et c'est à ce niveau que nous disons l'État, puisqu'elle veut s'ingérer dans cette histoire, devrait donc regarder exactement est-ce que dans ce business plan, les missions qui sont les missions de l'État, celle de garantir la sécurité alimentaire, celle de garantir la paix sociale, est-ce que dans ce business plan, ces choses-là vont être garanties? Ça, c'est ma position. Ce n'est pas de dire non 137. Je pense qu'on ne met pas 138 milliards dans une entreprise sucrière pour aller produire de la salade, de la laitue. Non, je ne pense pas. Sauf si ils sont en train de marcher sur la tête ou c'est moi qui suis en train de marcher à l'envers. Non, je ne pense pas que ce soit le problème. Et même si c'était le cas, c'est pour cela que nous disons, ou moins que moi je dis, qu'on aille regarder leur business plan. En venant avec 137 ou 138 milliards, comment est-ce qu'ils pensent restructurer au vu de ce qui existe? Non, ce n'est pas parce qu'on rachète une entreprise qu'on va aller à la radio dire tout ce qu'on a envie de faire. Non, je ne pense pas. Il y a des employés qui ont des parts dans cette entreprise. Il y a des employés qui ont besoin qu'il y ait une garantie par rapport à leur sécurité sociale. Vous pouvez vous entretenir avec eux. Le propriétaire actuel qui est prêt à faire de la cession est capable de s'entretenir avec ses employés, avec les actionnaires qui sont les travailleurs, et leur dire voici le plan de restructuration du racheteur. Alors, voilà ce qu'il devrait faire. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Eyock. Je comprends peut-être que son expérience est l'amène à avoir beaucoup de garde-fous ou alors beaucoup d'appréhension sur ce qui se passe. Non, mais je pense que 138 milliards, vous ne payez pas la dette en totalité. Vous n'enlevez pas les 50 ou 70 milliards ou 90 milliards pour payer la dette en totalité. Non, vous faites une reprise de l'entreprise. Vous décidez de faire des avances. Et votre plan de structuration, de restructuration sur le plan managérial comme au niveau de la production peut garantir qu'il y aura des recettes et qui vont permettre de rembourser les dettes. Vous pouvez proposer à ceux qui sont aujourd'hui créanciers de l'entreprise de prendre des parts. Ça permet d'ouvrir davantage le capital et donc de rentrer dans cette nouvelle structuration que je propose et que Jean Jaurès propose avec moi, d'aller chercher de nouveaux bassins de production ou alors de chercher de nouvelles sources ou ressources de production. Vous comprenez? Donc on ne vient pas avec les 138 milliards pour éponger tout d'un coup. Non, on vient avec les 138 milliards pour dire je pense que je suis capable de faire quelque chose avec ceci, avec un type de management nouveau, avec une nouvelle pensée de production. Et à ce niveau-là, vous allez voir le banquier, vous dites au banquier, voilà ce que j'ai en réalité comme passif. Mais je voudrais que tu m'assistes dans ce passif. Parce que voilà comment je pense faire. Et vous avez à la banque des gens qui peuvent vous assister, qui réfléchissent et qui vous disent oui, nous pensons que vous êtes porteur parce que sur le plan local, il y a un marché pour cette production. Sur le plan local, il y a des possibilités pour cette production ou alors ce plan de nouvelle production que vous avez. Alors, lorsque le projet est porteur, ce ne sont pas les garanties qui en réalité portent le projet, mais c'est le projet qui en réalité porte le financement. C'est par rapport au projet qu'on finance. On ne finance pas par rapport aux garanties. Ceux qui le font, ce sont des usuriers. Pierre Eyock, on va parler de ces différentes propositions que vous avez formulées à l'endroit du gouvernement. Structuration d'une offre de rachat souverain populaire des actions de Somdia au sein de la SOSUCAM.
Bon, madame, je vais vous dire. Bon, la question de la Sosukam, j'y réfléchissais comme ça depuis. Je vous ai dit à un moment, je voulais me mettre dessus. Donc, c'est un sujet que j'observais. Cette offre de rachat dont vous parlez, c'était une idée émise comme ça sur Facebook, à la suite du communiqué du directeur du cabinet du Premier ministre, et qui a suscité de l'intérêt. J'ai été moi-même surpris par l'intérêt. J'ai reçu des messages sur Messenger. Ils me disent, mais c'est intéressant ton truc, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'il faut faire? Des commentaires, si vous remontez les gens qui commentaient. Je dis, mais tiens, donc ça intéresse les gens. Je suis donc reparti dans toute la documentation pour voir ce que... Je dis, bon, ok, essayons voir. Pour retrouver tout ce que j'avais déjà collecté sur le fonctionnement de la Sosukam. Et puis, j'ai commencé à publier ça. Dans la sorte de rodage, concrètement, qu'est-ce que je recommande, comme vous disiez ça? J'ai dit, mais si l'État, si Ronnie Castel ne veut pas vendre, elle s'oppose à la direction opérationnelle. Or, le conseil d'administration a redonné sa confiance à la direction opérationnelle, c'est-à-dire à Grégory Clegg. Ça, c'est d'un côté. Si ça venait à passer, c'est-à-dire que Grégory Clegg, ceux qui veulent céder, et je maintiens qu'il n'y a pas eu de vente, c'est une session reprise, c'est-à-dire l'entreprise n'a quasiment aucune valeur marchande aujourd'hui. Donc, on peut raisonnement penser que c'est peut-être même au franc symbolique. C'est-à-dire, oui, la Somdia, toutes ces entreprises chroniqueurs des publicitaires, ils veulent s'en débarrasser. Bon, même si c'est au besoin au franc symbolique. Maintenant, de l'autre côté, il y a des communautés locales qui se braquent. Alors, pour régler le problème, proposons à l'État une reprise par un actionnariat populaire. Pour tout le monde, les employés, tout le monde, Madame Djongwe, Monsieur Jean Jaurès, proposons donc que ce soit un actionnariat populaire qui se constitue pour reprendre l'entreprise et la recapitaliser. Ça règle le problème de l'État en termes de préservation de la paix sociale. Ouais. Si les gens sont si tout le monde est capable de prendre des parts, on ne va pas accuser une communauté d'avoir pris ceci, ou on va sortir tribal et communautaire. Voilà l'idée. Voilà comment je disais c'est pas. Mais c'est vraiment parti d'une publication Facebook comme ça qui m'est sorti caché. D'accord. Peut-être on n'aura pas le temps de faire un dernier tour peut-être en 30 secondes. Oui. Jean Jaurès, pour mot de fin, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'État fait? En 30 secondes, s'il vous plaît, merci beaucoup. Je pense que non, c'est pas parce qu'on a lancé quelque chose sur Facebook, les gens ont dit qu'ils sont intéressés, qu'on va lancer un actionnariat populaire. C'est très long. Nous avons déjà quelqu'un qui a 138 milliards. Parce que le problème, c'est que... Est-ce que tu les as vus, ces 138 milliards, Joël? Tu les as vus? Il a dit. Il n'a présenté aucun document. Tu les as vus? Mais il n'a pas besoin de les présenter, Serge, sur le sur Facebook. Ce que je veux dire, c'est que leur promesse, on le sait qui c'est beaucoup plus parlant. Actionnaire populaire, non, faut qu'on l'oublie. Je vous rappelle qu'en 2021, il y a déjà Monsieur Samuel Second Libok qui a tenté de mettre des choses en place dans cet ordre-là. Ça a connu de sérieux problèmes en 2021. Allons voir la documentation. Donc, moi, je crois que non. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je crois que les choses sont simples. On a des gens qui disent, OK, nous pouvons mettre en temps de lumière. Même si on n'a pas vu, on voit leur business plan, on voit leur capacité. C'est des gens qui ont des entreprises, c'est des gens qui ont des banques, c'est des gens qui agissent, on voit au quotidien. On travaille avec eux plus largement en disant, voilà vers vous où on pourrait aller. Voilà comment on met... Et surtout, je vais juste terminer en disant que tout ce qui est dit là, c'est du 2 poids 2 mesures. Parce que quand l'État a décidé d'acheter Socaden, il y avait 80 millions de dettes à verser à Actis. D'accord? Les 80 milliards n'ont jamais été versés. Ils ont annoncé qu'ils verseraient 78 milliards. Actis attend toujours jusqu'aujourd'hui. En attendant, on a déjà créé la Socadel qui fonctionne. D'accord. J'ai envie de dire que... D'accord, Jean Jaurès. On retient que pour vous, la question de laisser les opérations se poursuivre, permettre à ce que ce consortium des nationaux puisse reprendre les actions de Somdia. Christian,
Oui, que ce qui est déjà acquis puisse se poursuivre, qu'on apporte un peu de contrôle juste pour peaufiner ce qui l'idée première, et puis que l'État ne se laisse pas instrumentaliser si jamais c'est les dissensions internes qui amènent l'État à prendre position. Pierre York, on sort du débat, 10 secondes. Oui, mais moi je pense que nous allons tous attendre pour voir. Moi je suis personnellement dubitatif sur cette offre de 138 milliards. D'accord. Je suis dubitatif. D'accord. Il y a des stands, il y a des minimums pour on connaît la situation de l'entreprise, on connaît ce qu'il faut pour être. Merci infiniment. Merci infiniment à vous, messieurs, pour cette contribution à la thématique de ce matin. Madame, monsieur, stop et fin pour le débat économique de la journée. On se retrouve très prochainement sur ces mêmes antennes. Chaque matin, l'économie se réveille avec vous. De 7h à 11h, DFM Morning, la matinale éco qui donne du sens à votre journée. DFM Morning, la matinale éco qui donne du sens à votre journée. Décryptage de l'actualité économique, marché, entreprise, finance, interview exclusive, débat, analyse des Avant de prendre la route, avant d'ouvrir votre bureau, ouvrez votre esprit. DFM Morning, c'est l'info économique claire, utile et accessible pour tous les décideurs, les entrepreneurs et tous ceux qui veulent comprendre l'économie d'aujourd'hui. DFM Morning, la matinale éco, du lundi au vendredi, de 7h à 11h, seulement sur DFM Radio, la radio de l'économie.